J'entends sélection, sélection. Je vois comme une course. Et je vois 4 coureurs principaux. Et je vois un qui tombe à quelques secondes du début de la course et placé dans un cercueil. Et un autre qui tombe qui est placé sur une chaise roulante. Ainsi dit l'Éternel. Avant les échéances électorales de l'année prochaine, retenez ces jours et ceci. Il y aura un grand deuil dans ces nations. Un grand candidat. Dieu va les retirer. Et un autre, il sera sur une chaise roulante. Parce que Dieu l'a décidé. C'est Dieu qui sélectionne qui il veut. Selon qu'il est écrit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais c'est Dieu. Église, levons nos voix. Je vois alors que nous prions, les masques tombent, les vrais visages devant se font voir. Voilà, salutations le plus fraternelles à tous les amis de la mat. Salutations le plus fraternelles à tous les sympathisants de la mat. Bienvenue encore une fois de plus dans la mat officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la mat officielle. Merci à tous les amis qui vont encore nous rejoindre et en s'abonnant bien sûr dans la mat officielle. Merci à vous. Nous allons passer un très beau moment de télé ensemble avec vous. Nous allons partager tous ensemble. Bienvenue encore une fois de plus. Est-ce que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci de vous savoir assez nombreux. Merci pour votre bonne volonté. Abonnez-vous humblement, nous vous le demandons. Et donnez un coup de pouce à notre jeune chaîne. Merci beaucoup. Merci pour vos assistances. Partagez cette vidéo. Mettez des j'aime, mettez des cœurs. Et merci encore pour votre bonne volonté, comme je disais tantôt. Bien-aimés, nous sommes ensemble. Et grâce à vous, nous continuons au jour le jour à mettre à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Donc, plein succès de partout, vous vous retrouvez assez net un moment. Et merci encore pour tout. Merci infiniment reconnaissant pour votre coup de pouce. Et à tout celui qui s'est abonné dans la mat officielle, qu'elle est très haute et vienne en aide. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Bien-aimés, vous venez là de suivre notre vidéo. Comme étant un devoir à de mémoire, obligé de vous ramener un peu en arrière et revoir un peu ce qu'a été la prophétie de Roland Dallot. Voilà, Roland Dallot. Et nous avons tous suivi pendant que ce monsieur parlait. Il a prophétisé, il a bougé la toile. Et le monde était en ébullition par rapport à son message. Vous comprenez? Mais vous comprendrez avec moi, selon, comment dirais-je, la caricature de son message, selon même le plan de son message. Vous serez d'accord avec moi que rien ne s'est accompli. Vous comprenez? Voilà, selon le plan du message, la caricature même du message. Parce que c'était avant les élections, pendant qu'il prophétisait, il a bien précisé. Lorsque vous regardez même sa façon, dont on s'est dit que M. Dallot est tombé en transe. Vous comprenez? Voilà. Donc là, il était en train de prophétiser. Il dit, Dieu a décidé. Ça, c'est Dallot qui l'a dit. Il dit, Dieu en a décidé ainsi. Et qu'est-ce que Dieu a décidé? Dieu a décidé en disant, premièrement, il y aura
Il avait quatre challengers qui représentaient les 4 grandes personnalités politiques. Vous les connaissez, il s'agissait là de Martin Fayulu Madidi, et de Joseph Kabila Kabange, de Moïse Katumbi et du monsieur le président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. Les 4. Et M. Dallo a parlé en disant qu'il y a un qui tombera pendant la course. Vous comprenez? Il va tomber. Il sera disqualifié de la course. Il dit encore qu'il y aura un deuxième encore, qui va se retrouver dans la chaise, sur une chaise roulante. Ça, ce sont des messages de Roland Dallo. Et enfin, il a dit encore, il y aura un grand deuil. Ça, c'est pour un autre, c'est-à-dire un autre challenger, ou le 3e si vous voulez, qui va mourir. Il y aura le deuil. Il y a un grand deuil dans la nation. Pourquoi? Parce que un candidat va mourir. Donc, un seul et l'unique va rester dans la course. Donc, certaines personnes ont conclu en disant que celui qui va rester dans la course, c'est forcément le président Tshisekedi Tshilombo. D'autant plus qu'il est un membre de son église en plus. Voilà. Donc, les gens ont penché sur le président de la République pour dire que non, c'est lui qui va rester dans la course. Et tous les restes là, ils vont connaître soit des accidents, soit à mourir. Et voilà. Ça, c'est selon la prophétie. Mais selon la caricature de la prophétie, selon même le temps de cette prophétie-là, vous allez vous rendre compte que rien ne s'est accompli. Rien ne s'est accompli. Mais quelque part, les Congolais doivent quitter la naïveté. Comme nous disons que nous autres, nous avons la légitimité de pouvoir parler de ces choses. Pourquoi? Parce que bien avant que Dallo se mette sur scène, pendant qu'il était encore sur le banc, en train d'écouter Monsieur Vernon, nous étions déjà sur le champ, dans le champ missionnaire. Voilà. Donc, quand nous parlons, c'est avec une légitimité. La raison pour laquelle nous disons ceci, que vous devriez un peu quitter la naïveté. Ce n'est pas compliqué. C'est poser seulement la question à M. Roland Dallo. Que M. Dallo, que dites-vous par rapport à la prophétie que vous avez donnée et qui ne s'est pas accomplie avant les élections? Parce que votre parole ne s'est pas accomplie. On reconnaît un prophète lorsqu'il dit et la chose s'accomplit. On ne dit pas le prophète de Dieu, mais on reconnaît un prophète. Il peut être de Dieu ou non. Mais lorsqu'il dit, parce que certaines personnes y croient, que quand il dit une chose et que la chose arrive, automatiquement ça lui confère les droits ou bien, comment dirais-je, la légitimité de dire que non, je suis de Dieu. C'est comme ça, plusieurs ils sont séduits parce que quelqu'un aurait dit et la chose s'est accomplie. Mais moi, je vous dis, ce n'est pas l'accomplissement de la chose qui atteste que celui-ci, c'est un prophète venant du Dieu créateur. Parce qu'il y a pas mal de prophètes sur la terre ici. Donc, ce n'est pas l'accomplissement qui détermine l'origine. Un charlatan peut aussi t'annoncer des choses. Et les choses peuvent aussi s'accomplir. Donc, ce n'est pas ça. Vous comprenez? Voilà. D'accord. Donc, Dallo a parlé en disant que voilà, il a fait sa démonstration de la prophétie. Mais jusque-là, le peuple, comme je vous avais dit autrefois, nous avons une culture de tourner les pages. Même si c'est-à-dire qu'on vous prend en otage, même si l'aliénation monte, on ne peut pas poser la question à Dallo. Parce que c'est Dadi. Il a tellement l'argent. C'est le pasteur du président de la République. Donc, on ne peut pas lui poser la question. Pourquoi est-ce que cette prophétie ne s'était pas accomplie? Ou bien pourquoi est-ce que la prophétie de Dallo n'a pas eu son accomplissement? C'est la moindre des choses d'un peuple qui est mature pour comprendre que nous avons en face de nous des aventuriers au cadre. Je vous ai dit que nous pouvons faire comme tout le monde. Mais si nous ne le faisons pas, parce que nous nous sommes rendus compte que la véritable mission prophétique de l'Église, ce n'est pas de venir exhiber, faire des démonstrations pareilles,
mais c'est de réveiller la conscience d'un peuple qui est pris en otage. C'est de réveiller la conscience d'un peuple qui est hypnotisé. C'est de réveiller la conscience d'un peuple qui a perdu le sens, qui a perdu même son vraie identité spirituelle. C'est réveiller un peuple qui a perdu sa propre personnalité, qui a perdu sa propre personnalité. Et la trompette que nous sommes, c'est de réveiller la conscience de ce peuple-là. C'est de réveiller la conscience des autorités politiques pour qu'ils comprennent que la terre est plus que le billet des banques, pour qu'ils comprennent que la trahison ne fait que plonger les Congos dans les chaos. Vous comprenez? Que le peuple se lève, qu'il se prenne en charge. Vous comprenez? Et se battent pour sauvegarder son intégrité territoriale, pour défendre la patrie. Voilà le plan prophétique de la nation. Vous comprenez? Personne ne pourra poser un démenti. Regardez un peu Israël selon la Bible, sous la conduite du grand prophète Moïse. Moïse a conduit Israël et le plan c'était de conquérir des territoires parce que l'objectif final c'était Canaan et il fallait conquérir Canaan. Mais ils étaient conduits. En tête, il y avait un grand prophète. Moïse était là. Il a conduit ce peuple-là. C'est-à-dire que selon la Bible, il fallait conquérir. Il fallait prendre Canaan. Mais avant de prendre Canaan, il fallait conquérir, livrer la bataille, livrer des guerres. Vous comprenez? Donc, c'était ça. C'était ça. Donc, la mission prophétique de l'Église, c'est de réveiller la conscience d'un peuple qui est pris en otage, qui a perdu son identité spirituelle, qui a perdu son identité physique, qui a perdu son intégrité territoriale. Et voilà ce que nous faisons dans la maths. Mais sinon, nous pouvons prendre la Bible et commencer à décortiquer les mystères. Mais qu'est-ce que ça va apporter dans ton esprit si tu es encore esclave, si tu ne comprends pas encore les dangers qui te guettent? Parce que je vous avais dit que si l'homme congolais ne fait pas attention, il va être chassé et devenir étranger sur sa propre nation, dans son propre pays devenir étranger. Et ce n'est pas moi seulement qui le dis, il y a un homme, un révolutionnaire, au nom de Che Guevara, parce que vous ne lisez pas. Lisez, ce n'est pas votre monde, vous c'est la distraction. Même quand on vous demande de vous abonner ici, ça ne vous dit absolument rien. Je ne sais pas si on doit se ciser devant vous, faire couler le sang jusqu'au sacrifice suprême pour que vous puissiez vous abonner là où nous parlons la nation. Mais regardez là où il y a de futilité, là où les gens sont hypnotisés, pris en otage, là où on vous fait voir qu'il y a des démons, c'est là où ils sont en train de s'abonner. Mais là où nous parlons la nation, là où dépend leur survie, ils ne veulent pas. Donc il va regarder puis il va zapper. Mais vous pouvez zapper. J'avais dit ceci, que notre problème ici dans la maths, ce n'est pas de compter des billets sur chaque tête, mais notre problème c'est de passer le message. C'est-à-dire que nous allons parler et faire notre part. Et cela me suffit. Nous faisons notre part. Et si vous voulez vous abonner, humblement nous vous le demandons, que l'État vous vienne en aide. Si vous ne voulez pas aussi, il n'y a pas de souci. Mais ce que moi je sais, nous faisons notre part. Nous faisons notre part. Et voilà. Et donc, quand je disais tantôt que le pays est tellement pris en otage par des charlatans de ce genre, et vous n'arrivez pas à les poser la question pour dire, mais monsieur, vous avez prophétisé. Les élections sont finies. Ta parole ne s'est pas accomplie. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont quelque chose. Lorsqu'ils vous parlent, même si la chose ne s'accomplit pas, ils vont toujours vous persuader de croire en eux. Et en faisant cela, le principe même biblique est bafoué. Le principe biblique est bafoué. Parce que lorsqu'il déclare, il engage Dieu et que cela ne s'accomplit pas. Comprenez déjà que ces messieurs ont un problème sérieux. Et ce sont les plus avertis qui vont quitter là-bas et partir. Parce qu'ils n'ont même pas le courage de s'excuser pour dire que non, je m'étais trompé. Excusez-moi, personne, ni lui, ni toute sa bande-là, et de Joël Tatout, autant qu'ils sont. Au contraire, ils viennent encore défier le peuple. Ils viennent à gangster pour vous prouver qu'ils sont ce que vous ne... C'est-à-dire qu'ils sont vrais, ils sont envoyés par Dieu. Regardez comment on joue avec vos vies. Et pendant ce temps, la nation va mal.
Au moins, moi, j'étais gentil, j'étais un peu large, j'ai dit peut-être à M. Dallot, parce que je savais que ce qu'il disait ne va pas s'accomplir. Et nous avons fait des vidéos en disant, peut-être Dallot n'a pas compris les messages. Si Dieu lui a réellement parlé, mais peut-être Dallot n'a pas compris le message. Peut-être le message n'est pas pour ce temps-là. Peut-être son message, c'est pour un temps à venir. Mais Dallot n'a pas compris. J'étais un peu large pour ne pas choquer son message. Donc, je n'étais pas absolu. Mais ici, dans la maths, nous étions relatifs. Nous avons dit, peut-être Dallot n'a pas compris le message de Dieu. Mais laissons le temps au temps. Peut-être la lumière reviendra. Et Dallot comprendra que c'est lui qui n'avait pas compris. Et la prophétie était peut-être pour un temps à venir. C'est comme ça que nous avons essayé de canaliser un peu le message. Vous comprenez? Mais aux yeux de tout le monde, le message a échoué lamentablement. Cela ne s'était pas accompli. Et cela ne s'est pas accompli. Mais du moins, nous étions, comme je disais, gentils, pour ne pas frapper fort sur Dallot. Nous avons dit, peut-être Dallot n'a pas compris le sens de son message. Peut-être il n'a pas compris s'il était en train de voir la vision. Peut-être il n'a pas bien vu la vision et il n'a pas compris les sens, ni le temps de l'accomplissement de ça. Vous comprenez? Voilà. Voilà. Donc, c'était juste ça. Mais par-dessus tout, j'ajoute ceci. Tous ces pseudo-pasteurs, ils sont là, ils entourent les chefs de l'État. Ils sont là, ils entourent les chefs de l'État. Ils entourent M. Félix Antoine Tshisekedi. Je vous ai dit que s'il y en a des personnes qu'on doit enfermer, mettre en tôle, en prison, en commençant par Dallot, y compris les restes de sa bande, tous ces pseudo-pasteurs qui entourent les chefs de l'État, ils doivent être mis aux arrêts. Ils doivent être mis aux arrêts. Parce qu'ils sont là pour sucer les mamelles du chef de l'État. Cela veut dire suturer les billets des banques. Mais ils s'en foutent du reste. Ils s'en foutent. Déjà, ils sont incapables de vous donner l'état de la nation. Voilà les politiciens qui sont en train de se battre. Il y a un homme qui disait ça va péter. Daniel Saf. Il a dit ça va péter. Péter. Ah là là. Il dit ça va péter. Mais moi, je vous ai dit ici, bien avant, nous avons commencé à faire des vidéos. Bien avant. Même, c'était pendant même l'investiture de ce nouveau gouvernement. Nous avons fait un message ici en disant que ne suivez pas ce qui se passe. Mais ce qui est vrai, c'est que ça va péter. Pourquoi? Pour une simple raison. Il y a une bombe à retardement. Je vous ai dit qu'il y en a des conflits à outrance. Il y en a de ces conflits-là qui se nourrissent c'est-à-dire dans la classe politique congolaise, qui ne dit pas son nom. Mais si cela n'a pas encore bardé, c'est parce que le mandat est encore en cours. Je vous ai dit, attendez seulement un peu, encore un peu de temps. Vous allez voir. Je vous ai dit, cela va coûter les têtes de certaines personnes. Et je même envoyé le message en disant que même M. Vital Kamerhe aura du mal à faire même 2 ans à la tête de l'Assemblée nationale. Là, nous venons déjà d'écouter. Il y a déjà des bruits qui circulent. Que même le bureau de l'Assemblée nationale doit tomber. Donc, il se passe des choses. Vous avez vu comment est-ce que ça bouge un peu du côté des Sénats. Il s'avère que le président avait promis le Sénat à M. Samba Lukonde. Et après, ils se sont rendus compte que non, si ce monsieur prend le Sénat, donc les choses vont prendre une autre tournure. Obligé de freiner. Donc, ça tire de gauche à droite. Les conflits dans la classe politique congolaise, à un niveau au cadre. Et c'est une bombe à retardement. Donc, ce qui est vrai, c'est que ça va péter. Ça va péter. Mais ici, dans la maths, nous vous parlons. Nous appelons toujours à la conscience. J'en appelle à la conscience de l'homme congolais, de l'homme politique congolais, de penser les Congos et d'épargner les Congos du danger qui la guette, d'épargner la RDC, du grand danger qui la guette. Parce que les choses vont tellement mal. Mais où est donc la révélation de tous ces pseudo-hommes de Dieu qui entourent les chefs de l'État? Parce que si les hommes politiques
n'arrivent pas à comprendre, ou bien n'arrivent pas à faire des choses mieux. Moi, je crois que les hommes de Dieu sont là. Et c'est là qu'intervient la mission prophétique de l'Église. C'est-à-dire que l'Église a pour obligation de ramener tous les hommes politiques à la bonne voie, de ramener tous les hommes politiques à la raison, de ramener les autorités qui dirigent la nation à la raison et leur faire voir les dangers qui guettent la nation. S'ils persistent, tant mieux. Ils en subiront eux-mêmes les conséquences. Mais vous, vous aurez déjà fait votre travail. Voilà ce qu'un homme de Dieu peut faire dans une nation. Voilà la part d'un homme de Dieu. Mais regardez les hommes de Dieu que nous avons. Des pires guignols à un niveau zéro. S'il y en a des gens qui sont aujourd'hui dans les réseaux sociaux pour divertir, pour distraire, c'est maintenant tous ces dadis-là. Et vous êtes là nombreux à les suivre. Nombreux à les suivre. Pendant qu'ils s'enrichissent au jour le jour. Et vous, vous êtes en train de vous appauvrir au jour le jour. Vous êtes là en train de vous appauvrir au jour le jour. Mais ils sont là, riches. Et à chaque fois, vous êtes dans les sensationnels. Et ils viennent là pour vous donner des messages, des faux messages. Et regardez maintenant, nous connaissons tous l'état du chef de l'État. Le chef de l'État est malade. Mais on se pose la question ici. Le chef de l'État est entouré par des pasteurs. Là, le chef de l'État souffre. Il est souffrant, ce monsieur. Il est malade. Le chef de l'État est malade et sérieux. Il est malade. Ça, c'est la 40e fois que le président de la République soit acheminé vers la Belgique. On l'évacue en catastrophe pour la Belgique. Mais le chef de l'État est entouré par des pasteurs, tels que des Roland. Alors, ils sont là nombreux, ils entourent les pasteurs. Mais où est donc la puissance de la guérison que vous avez pour guérir le chef de l'État de sa maladie? Vous voyez comment ces gens-là sont de vrais menteurs, des escrocs et des voleurs patentés, des escrocs à un niveau au cadre. Le chef de l'État est malade. Le chef de l'État souffre. Aujourd'hui, la nation bouge encore suite à ces nouvelles-là du chef de l'État. Ah oui, ce qui est vrai. Mais il est entouré par des gens qui guérissent les malades dans leurs obédiences. Le chef est entouré par des personnes qui chassent les démons dans leurs obédiences, qui guérissent les malades. Mais le chef de l'État est malade. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu là? Il y a le chef qui est malade. C'est lui qui vous donne sa dîme. Nation toute entière, vous me volez. En quoi nous volons? En quoi nous te volons, Dieu? Par les dîmes et les offrandes. Donnez vos dîmes et apportez les dîmes et les offrandes. Vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne chasse pas la maladie, si je ne fais pas ceci. Donc, et ces gens-là, ils viennent maintenant troubler la conscience des gens pour leur dire que non, si tu souffres ainsi, c'est parce que tu ne payes pas la dîme. Si tu es dans les blocages, parce que tu ne payes pas la dîme. Mais le chef de l'État vous donne l'argent à tout moment. C'est Roland Dallot qui prend la dîme du président de la République. Mais pourquoi le président souffre autant? Pourquoi le président souffre autant? Pourquoi le président souffre? À un moment donné, souvenez-vous de ce qui s'est passé en Babylone. Daniel en Babylone. Le roi a eu un songe où il n'arrivait pas à interpréter. Il dit non, 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 je ne peux pas souffrir avec le songe. Appelez-moi tous les magiciens. Vous devriez. D'ailleurs, j'ai oublié les songes. Donc, je ne peux pas souffrir. Appelez-moi les magiciens. Ils sont magiciens. Donc, vous devriez me dire qu'est-ce que moi j'ai rêvé et donnez-en moi l'interprétation. Voilà comment on atteste un homme qui fait des bruits dans les réseaux sociaux pour dire que Dieu, je vois, il y a 4. Dieu en a décidé ainsi. Donc, il était là avec les anges Gabriel, avec des Michael, et tous, ils étaient ensemble, et lui maintenant en train de voir. Regardez un peu ça. Le roi a dit, appelez-moi tous ces magiciens-là. Appelez-moi tous ces magiciens-là. Aujourd'hui, vous allez me dire ce que moi j'ai rêvé.
C'est-à-dire que le roi ne va pas raconter ce qu'il arrive. Moi, j'ai oublié mon rêve. Mais vous, étant donné que vous êtes magicien, donc cela veut dire que vous travaillez avec des entités, vous travaillez avec les esprits, vous allez me relater exactement ce que moi j'ai vu. Et en plus de cela, vous m'en donnerez l'explication. Et si personne n'arrive à le faire, donc préparez déjà votre, comment dirais-je, voilà, préparez déjà vos familles, parce que ce serait votre dernier jour. Donc la sentence était déjà tombée, le décret était déjà signé, et les magiciens y sont venus, et personne n'était capable. Donc, ils ont dit, telle chose ne peut pas se faire, il n'y a qu'un Dieu. Mais vous opérez avec qui? Vous opérez avec quelle puissance? Il dit, non, roi, c'est que le roi demandait difficile, aucun homme sur la terre peut faire dire des choses ainsi. Vous pouvez raconter les songes et nous en donnerons l'explication. Mais relater ce que vous avez rêvé, ça, ce n'est pas notre compétence. Ce n'est qu'un Dieu. Mais vous opérez avec quelle puissance? Il a appelé Daniel, ils ont appelé Daniel, l'homme qui avait l'esprit supérieur. Et vous connaissez la suite. Daniel a donné l'explication. C'est-à-dire, il a d'abord dit au roi, voilà ce que vous étiez en train de dormir et regardez ce que vous avez rêvé. Par l'esprit supérieur, il a relaté au roi ce que le roi a rêvé. En plus de cela, il en a donné l'explication. Et c'est lui qui a même sauvé les autres. Donc, voilà ce que moi je demande aux autorités. C'est que moi je demande au président de la République de faire appel à Diallo, y compris toute sa bande, et de leur dire, voilà, je mets à votre disposition tout, je vous donne encore la dîme. Donc, à prier pour que cette maladie quitte mon corps. Si cette maladie ne quitte pas mon corps, et que on m'achemine encore en Belgique pour me faire traiter, donc, il y a une sentence qui va tomber. Donc, peut-être la peine de mort, ce serait trop dur. Mais que le président les chasse, dit que je vais vous chasser en plein air. C'est-à-dire que je vais faire appel à la presse et vous chasser. Et au pire encore, fermez vos églises parce qu'il s'agit des chefs de l'État. Donc, je ferme. Voilà ce que moi je propose. Que les chefs de l'État fassent appel à tous ces pseudo-pasteurs-là qui bouffent l'argent de l'État, mais qui viennent faire semblant les réseaux sociaux comme s'ils ne bouffent pas, qui sont en train d'escroquer le président, qui bouffent la dîme du président de la République. Voilà ce que moi j'ai dit au chef de l'État. Fais appel à tous ces pasteurs-là et pose-les, c'est-à-dire que mets-les face à un défi. Dis à tous ces pasteurs-là que moi je vous laisse le temps. Voilà ma dîme, voilà mes offrandes. Donc, là, tout ce que je vous demande, c'est la guérison. C'est la guérison parce que dans vos églises, vous guérissez les malades. Vous guérissez les malades. Et moi, je vous donne ma dîme. Je donne mes offrandes. Je vous donne des accès. Je ne dois pas souffrir autant, avec autant de maladies dans mon corps. La nation a besoin de moi. Donc, si vous ne priez votre Dieu, priez Dieu pour que je sois guéri. Si je ne suis pas guéri de ma maladie, si l'on fait le diagnostic et qu'on trouve encore la maladie dans mon corps, je fais appel à la presse, je ferme vos églises et je vous chasse. Voilà ce que le président doit prendre comme décision. Voilà ce que le président doit prendre comme décision. Donc, on fait passer le message. Voilà ce que nous disons ici dans la mat officielle. Pour mettre fin à tous ces conneries-là. Vous comprenez? À tous ces conneries-là. Parce qu'ils croient que lorsqu'ils sont dans les sensationnels, que les autres, ils ne sont pas assistés. On n'a pas besoin de dire ce que le Très-Haut est capable de faire au travers nous. Mais nous parlons ici la nation. Et nous disons que c'est ça la mission prophétique de l'Église. Ce n'est pas ce que vous faites. Donc le président doit faire appel à tout. Coupez même cette partie. Mettez ça même sur TikTok. Dites au président de la République de faire appel à tous ces pseudo-pasteurs-là qu'il prie. Si le président n'est pas guéri de sa maladie, c'est-à-dire on ferme leurs obédiences, là, soi-disant église, on va fermer cela et les chasser devant la presse. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, je crois que le message est passé. Voilà. Bien aimé, nous allons encore continuer notre vidéo, suivre encore ce qu'a été l'intervention du chef de l'État en Belgique. Ce qui a suscité encore beaucoup de polémiques. De gauche à droite, ça parle.
Mais nous allons voir ce qu'il y a. Nous allons encore revoir ça, parce que c'est une vidéo qui circule déjà. Nous allons encore revoir l'intervention du chef de l'État. Et tous ensemble, nous allons commenter sur ça. Regardons un peu, puis revenons juste après. Au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier, vous avez raison, parler avec le Rwanda, pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple. J'ai commencé par Martin Fayoulou, je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose, ou il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Donc, dites-moi, je fais quoi? Voilà, d'accord. Donc là, vous venez d'écouter déjà, et réécouter encore parce que c'est une vidéo qui circule, l'intervention du chef de l'État en Belgique. Mais nous retenons d'abord une chose dans ce que le président de la République a dit. Le président de la République a dit, je ne veux pas négocier avec le Rwanda, mais je vais parler avec le Rwanda. Moi, je crois que c'est une partie qui mérite d'être un peu bien embellie. Parce qu'on doit savoir déjà que la négociation, c'est aussi parler. Voilà. La négociation, c'est aussi parler. Et ce que nous devrions retenir, c'est que les politiciens ne peuvent pas s'asseoir autour d'une même table suite à un conflit et ne pas négocier. Donc, les parler des hommes politiques, soit à des deux nations en conflit, finit toujours par une négociation. Ça, c'est une vérité absolue. Donc, quand le chef de l'État dit, nous n'allons pas négocier mais parler, donc ça paraît un peu ambigu. Ça apparaît un peu ambigu pour une simple raison, c'est que même négociation, c'est aussi le parler. Mais en parlant autour d'un conflit, finit toujours par une négociation. C'est-à-dire que parce que dans la politique, il n'y a pas des amis, il n'y a que des intérêts. Voilà, il n'y a que des intérêts. Parce que ce que le Rwanda cherche en RDC, il ne peut pas relâcher cela sans pour autant obtenir un gain de cause. Donc, les pourparlers, c'est ce qui ouvre la porte à la négociation. Voilà. Donc, on ne peut pas parler, comme le chef de l'État l'a si bien dit, que je vais parler, je vais lui poser la question, et lui va dire. Et ce que Kagame va rétorquer, c'est ce qui va définir, ce qui va les amener maintenant sur le terrain des négociations. Parce que Kagame va dire tout simplement que voilà ce que moi je veux. Voilà ce que moi je réclame. Et si le président dit niet, où est-ce que nous allons en finir? Il n'y a que deux options. Soit la nation entre en guerre, soit la guerre soit déclarée, ou soit vous cédez.
Il n'y a que des choses. Parce que dans le pourparler, je réitère, le pourparler fait appel à la négociation. Parce que si le chef pose la question, le Kagame va répondre en disant voilà ce que moi je veux. Et le président va dire non. Et si le président dit non, le Rwanda aussi va toujours continuer. Donc, autrement dit, la nation doit aller en guerre. Il n'y a que la guerre qui peut résoudre cela. Parce que ce qui est visible, ce qui est là, c'est que Paul Kagame ne peut jamais renoncer à ses intérêts, aux intérêts qu'il vise en RDC. Ça, c'est une vérité absolue. Mais ce Kagame ne peut en aucun cas renoncer aux intérêts qu'il vise en RDC. La seule chose qui peut raisonner M. Paul Kagame, qui peut faire reculer le Rwanda, c'est la guerre. C'est la guerre. Déjà, les politiciens congolais eux-mêmes, ils ont dit que Kagame n'écoute jamais dans la négociation, il n'écoute pas. Il n'écoute que la voix de la force. Or, la voix de la force, c'est la guerre. Donc, moi, je me demande, qu'est-ce que le président aura encore à dire? Parce que pendant qu'il est en train de poser la question, Kagame écoute aussi, il a écouté la question. Il peut répondre déjà même de loin. Parce que la question est déjà posée. Il dit que non, moi, je veux parler avec des pour. C'est-à-dire que même les pourparlers, le président déjà est allé cela. Donc, le pourparler n'a plus de raison d'être. Parce que le chef de l'État a déjà exhibé de quoi il doit parler avec le Rwanda. Il dit, je vais poser la question à Kagame, criminel de son État. Qu'est-ce que tu veux? Donc, la question, il est déjà posée. Donc, ce qui veut dire, s'asseoir sur une table, ça ne sert à rien. Parce que la question est déjà posée. Et dès lors que la question est posée, ça veut dire que le Rwanda, ou M. Kagame, il peut répondre à la RDC. Et ce qui est vrai, jamais monsieur, comment dirais-je, pourra renoncer. Monsieur Kagame pourra renoncer à ses intérêts. Les intérêts qu'il vise en RDC, jamais. Donc c'est là où vous comprenez, le seul alternative pour changer des choses, c'est la guerre. Ça, on n'a pas besoin d'être un expert pour comprendre cela. Juste une simple lecture, une simple lecture politique a suffi pour comprendre ce que le Congo peut faire. Tant que nous ne sommes pas encore à mesure de se soulever, tant que le Congo n'est pas à mesure de livrer la bataille, de livrer une guerre contre une nation quelconque, la situation de la RDC sera toujours compliquée. Peu importe les négociations. En fait, les négociations nous prennent du temps. C'est pour distraire encore l'opinion. Depuis que le Congo est Congo, depuis 1997, il n'y a que des négociations au Congo. Il n'y a que des accords au Congo. Et cela n'apporte que dalle. Je dis bien depuis 80, c'est-à-dire depuis 97, après la mort même de Mouzé Laurent Désiré Kabila, on peut dire, le Congo marche de dialogue en dialogue, des accords à des accords, des conflits à conflits. Aucun pourparler en RDC n'a pu arranger des choses. Aucun pourparler, je dis bien aucun pourparler, n'a pu arranger des choses en RDC. La seule chose, soit vous laissez, soit vous acceptez. Il n'y a que ça. Regardez ce qui s'est passé lors de 1+4. Joseph Kabila Kabange a compris que si je dis non, c'est-à-dire il n'avait que deux options. Soit il dit non, et il fait face aux 4 groupes rebelles qui étaient manipulés par les 4 vice-présidents. Soit il dit oui, et il accepte de travailler avec les 4 vice-présidents. Donc, il n'y avait que ça. Et vous avez vu, M. Joseph Kabila a dit oui, il a accepté de travailler avec ces 4 vice-présidents
pour que la rébellion cesse. Donc, c'est ça les revendications dans le milieu politique. Donc, à la ligne où vont les choses, le Congo n'a que ces deux options. Soit d'accepter. Accepter de faire quoi? Accepter de céder. Et s'il n'accepte pas, il doit maintenant être en confrontation par la voie de la guerre. C'est-à-dire le Congo doit faire la guerre pour chasser les ennemis, pour chasser ceux qui nous réclament. Ceux qui nous réclament quelques intérêts qui ne disent pas ça. C'est-à-dire qu'on doit leur faire la guerre. Mais si l'option de faire la guerre est exclue, nous irons de négociation à négociation, de pourparler à pourparler. Et cela ne produira que dalle. Parce qu'il n'y a aucun pourparler qui a abouti en RDC. Si seulement si certains acteurs politiques acceptent de céder dans une position ou bien dans une autre, soit vous acceptez. Mais lorsque personne n'accepte, la situation continue. Et pendant ce temps, c'est les Congos, c'est les Congolais qui sont en train maintenant de croupir dans la misère. Pendant ce temps, les voleurs ne font que voler. Pourquoi? Ils profitent de la situation. On vous dira que la situation va mal. Le Congo va mal. Donc, si le Congo est en conflit avec le Rwanda, automatiquement, les Congolais doivent être affamés. Les Congolais doivent manquer de l'eau potable. Parce que tel est le comportement de l'homme politique congolais. Et c'est ce qu'ils nous ont inculqué. La raison pour laquelle vous allez voir, on justifie tout par des conflits qui se passent à la nation. Mais pendant ce temps, il n'y a que des détournements et des vols. Des vols à un niveau, c'est-à-dire des vols à outrance des deniers publics. Mais on veut faire croire aux Congolais, si vous n'avez pas de l'eau potable, si vous n'avez rien à manger, si vous n'avez pas de boulot, c'est parce que le Congo est en conflit. C'est parce qu'il est en conflit. Le Congo n'est pas le seul pays en conflit. Israël est né dans le conflit. Le Moyen-Orient, au Moyen-Orient, il n'y a que des conflits. La Palestine, en Iran, en Israël, il n'y a que des conflits. Tous les jours, au jour le jour, il y a des conflits là-bas. Mais rien n'empêche, cela n'a pas empêché à ce qu'Israël soit parmi les pays les plus puissants de la planète. Cela n'a pas empêché à Israël d'être parmi les pays qui détiennent l'arme nucléaire. Cela n'a pas empêché à Israël d'avoir un monnaie fort. Cela n'a pas empêché à Israël de bien nourrir sa population, de subvenir aux besoins de la population. Cela n'a pas empêché à Israël de faire en sorte que son économie soit stable. Les Juifs ne se plaignent pas. Ils sont dans des difficultés aussi. Mais du moins, leur vie quotidienne est au moins paisible. Et au moins paisible. Ils peuvent manger à leur faim. Ça ne pose pas un problème. Vous comprenez? Ça ne pose pas un problème. Ils sont en conflit. Mais la sécurité, c'est le plus grand devoir des autorités israéliennes. Ils ont le plus grand devoir. C'est-à-dire qu'ils sont obligés, une obligation d'assurer la sécurité de la population. La raison pour laquelle lorsqu'un Israélite est capturé quelque part, c'est la population qui fait des marches et obligeant l'État, les forces, c'est-à-dire que l'armée, d'aller récupérer leurs frères. Et ils sont dans l'obligation d'aller les récupérer. Donc les conflits ne peuvent en aucun cas empêcher. Et surtout qu'il y a un homme qui a dit, c'était M. Gilles Alinghetti, lorsqu'il est parti chercher des investisseurs, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit les conflits se déroulent à 2000 km. Ce n'est pas à Kinshasa. Donc si le conflit est loin, donc il est hors de question que les Congolais vivent dans la médiocrité. Il est hors de question que les Congolais dans l'ensemble
vivent dans l'insécurité permanente, il est hors de question que les Congolais manquent de l'eau potable. Il est hors de question que les Congolais manquent de quoi mettre sous la dent. Il est hors de question. Il est hors de question. Si la guerre est réellement à 2000 km, Israël, ce sont des nations. L'Iran et la Palestine, ce sont des nations en guerre. Mais regardez le mode de vie. Israël, c'est un petit pays entouré par des pays arabes. Il subit la pression au jour le jour aussi. Mais regardez la vie de son peuple. C'est-à-dire que ce n'est pas les conflits qui peuvent justifier le manque ce n'est pas les conflits qui peuvent justifier l'échec d'un gouvernement. Ce n'est pas les conflits qui peuvent justifier. Et pire encore, ce ne sont pas des conflits qui ont peut-être porté atteinte à l'énergie, où on va dire que voilà, nos ennemis nous ont coupé les courants, ils nous ont coupé l'eau, on ne peut rien faire. Mais tous les instances sont là. On apprend que des vols. On apprend que des vols à des sommes colossales. Et on veut justifier tout ça par des conflits qui se passent à 2000 km, c'est long. Mais c'est Gilles Alinguetti. Si les Congolais ne dorment pas, ne sont pas en sécurité, on va dire que non. C'est parce qu'on nous attaque là-bas. Si les Congolais n'ont rien à manger, on dit que non, c'est parce que là-bas. Si les Congolais n'ont pas du boulot, non, c'est là-bas. Parce que nous sommes le pays dans les conflits. C'est-à-dire que ça devient comme un alibi. Comme les termes qu'on utilise dans les enquêtes, ça devient un peu comme un alibi. Donc, comment peut-on justifier les misères de ces peuples ici? Non, il faudrait leur dire que c'est parce que vous êtes dans les conflits. Mais nous avons pas mal de pays qui sont en conflit. Il y en a des pays qui sont nés dans des conflits, qui continuent de vivre dans les conflits, mais dont la vie des paisibles citoyens n'a rien à voir. Parce que l'État est là pour ça. Le Congo a un problème d'homme, un problème de culture, un problème de l'identité. Voilà. Le Congo a réellement un problème d'homme, comme dit cher Fumutoto. Le Congo a réellement un problème d'homme, problème d'identité, les problèmes de la culture. Est-ce que nous aimons le Congo? Est-ce que nous aimons le Congo? Ah oui. Parce que si nous aimons le Congo ne subira pas ce dont il est en train de subir aujourd'hui. Si vous aimez réellement le Congo n'est pas le seul pays à avoir les conflits, je dis bien. Ce n'est pas le seul pays à conflit. Il y en a pas mal de pays en conflit, mais dont la vie des peuples congolais, rien à voir. Nous sommes en conflit avec le Rwanda. Curieusement, l'impact, c'est toujours chez nous. Et les Rwandais là-bas, ils sont tranquilles. L'impact, c'est chez nous. Mais pourquoi la paix ne change pas les camps? Si les Congolais sont affamés, pourquoi les Rwandais ne seront-ils pas aussi affamés? À cause des conflits. Mais non, ils mangent à leur faim. Ils font des transactions. À l'Est, c'est par-ci, par-là. Mais nous, on cherche un moyen de justifier cela. Pendant ce temps, il y a des voleurs. Ils volent l'argent de l'État et des millions. Ils volent ce que moi j'appelle l'avenir de tout un peuple. Des sommes qu'on peut même faire des entreprises et embaucher, chasser une grande partie des chômages. Un individu, il vole ça. Et après, vous dit non. Si vous êtes dans le chômage, c'est parce qu'à l'Est. Parce que maintenant, on ne dit pas les églises. Hein. Maintenant, on dit que non, c'est à l'Est. Parce qu'après, on dira que non, c'est à cause des églises. Alors qu'il y a un individu qui vole l'argent. Est-ce que nos politiciens, est-ce que les hommes politiques congolais aiment le Congo? Est-ce qu'ils aiment réellement le Congo? Est-ce que les hommes politiques africains aiment vraiment les Africains? Est-ce qu'ils aiment vraiment les Africains?
Ils sont en train de voler. Ils préfèrent aller faire des actions à l'étranger. Mais dans leur propre nation, ils ne font rien. Ils ne font rien. Ils sont là que dans des discours, dans des promesses, que non, nous nous sommes concertés, que nous avons pris des résolutions, que nous allons dans les prochains jours. Donc, il n'y a que des attentes, il n'y a que des projets. Il n'y a que des attentes, il n'y a que des projets, il n'y a que des excuses, il n'y a que tout ça. Où sont donc les œuvres? Même le minimum, c'est-à-dire même si on ne peut pas faire partout, mais même le minimum, que les Congolais mangent à leur faim, même ça. Si d'autres secteurs, c'est difficile à toucher, mais même le manger ici, même l'eau seulement, l'eau potable, même l'eau. Si tout est difficile à cause des conflits, mais même les manger, que ce peuple-là mange à sa faim. Voilà. Est-ce que ces gens-là aiment réellement les Congo? Combien même des entreprises que ces gens-là y créent ne font que pour embaucher même les gens qui habitent leur quartier. Je vous donne l'exemple d'un monsieur comme Kengo Wadondo. Un monsieur comme Kengo Wadondo. Kengo Wadondo qui a travaillé presque dans tous les gouvernements. Mais c'est Kengo Wadondo. Connaissez-vous même un seul boulangerie, une seule boulangerie, mise en place par Kengo Wadondo? Je parle seulement de la boulangerie, une boulangerie seulement, que ce monsieur a mis en place, ne fût-ce que pour embaucher les jeunes Congolais qui n'ont pas du boulot, qui n'ont pas de qualification. Connaissez-vous combien des hommes politiques congolais qui volent l'argent de la République, que la République a rendu riche, qui ont mis en place même des boulangeries? Des boulangeries. Connaissez-vous une boulangerie qui appartient à Léon Kengo Wadondo? Connaissez-vous un seul endroit où M. Léon Kengo Wadondo a posé une entreprise et on a embauché les Congolais? Connaissez-vous cet endroit? Une entreprise de Léon Kengo Wadondo et les Congolais y travaillent là. Même une boulangerie. Une boulangerie seulement. Pour récupérer tous ces jeunes-là désœuvrés. Pour récupérer tous ces jeunes désœuvrés et les donner du boulot. Il n'y en a pas. Ils volent, ils vont avec ça ailleurs. Mais après, vous disent que voilà, les pays est dans les... C'est regrettable. Donc là, vous venez de suivre. C'était l'interview du chef de l'État qui a suscité, voilà, beaucoup d'étonnés. Vous venez de suivre cela. L'intervention du chef de l'État. Il a parlé. Mais regardez un peu le manque du professionnalisme. Le manque du professionnalisme de Christian Lusakwe, non? Qui débarque comme ça et commence à interviewer le chef de l'État. Donc, tout ce qui arrive aujourd'hui, il y en a des personnes qui arrivent même à se moquer du chef de l'État. Mais c'est à cause de ces messieurs. Donc, si la famille du président de la République, si réellement la famille du président de la République ont regardé ce qui s'est passé, moi je crois qu'ils doivent apporter plainte. La famille du chef de l'État doit porter plainte contre messieurs. Comment un chef de l'État, un chef qui sort de sa maladie, qui sort du lit de l'hôpital, qui n'a même pas encore fait 3 jours, voilà Christian Lusakwe, non, qui se précipite. Bon, un moment, je me pose la question. Est-ce que c'est par l'invitation du chef de l'État que ce monsieur est venu, ou bien c'est parce que les politiciens qui entourent le chef de l'État, qui ont dit au chef que non, vous devriez en principe pas parler? Parce que ça ne se passe pas ici, ça ne se passe pas comme ça. Ça relève d'une immaturité. Ça relève d'une immaturité politique. C'est l'immaturité. C'est l'amateurisme. Lorsqu'on est amateur, ça donne ça. On est dans les sensationnels. Le chef de l'État
Tout le monde, les Congolais, savaient déjà que le monsieur le président est malade. Nous avons dit que ce n'est pas une fatalité. Il n'est pas le premier chef de l'État à tomber malade. Il ne sera pas aussi le dernier. Il a un corps et le corps est tombé malade. Mais il n'appartient pas à un groupe de journalistes de débarquer en catastrophe pour faire parler le chef, sachant qu'il vient de sortir, de se relever de son lit de l'hôpital, sachant qu'il est encore à sous. Comment dirais-je, il y a encore les médicaments dans son corps qui travaillent. En regardant même le chef de l'État parler, vous sentez qu'il est faible. Donc, il est encore sous les effets du traitement. Et un monsieur comme ça, vous ne pouvez pas lui faire parler, lui faire une interview. Non. Il a des conseils. Je ne sais pas que font les conseillers du chef de l'État. Je ne sais pas. Il a un porte-parole. Si le chef de l'État se porte déjà mieux, il n'a pas besoin de venir faire une interview. Le chef de l'État a besoin de déléguer. Il a son porte-parole qui va vous parler. Non, l'intervention du chef de l'État, et j'en appelle à la conscience de toute la population congolaise, ayez vos apaisements. À l'heure où nous sommes en train de communiquer avec vous, le chef de l'État se porte à merveille. Voilà son opération ou bien son intervention s'est bien déroulée. Voilà, mais il y a que les médecins lui ont demandé de prendre quelques temps de repos. Mais très bientôt, le président va regagner avec sa délégation et le pays, et vous allez le voir, il va communiquer avec vous. Mais tout s'est bien passé, ayez vos apaisements. Le président se porte bien. Mais si cela ne suffisait pas, ou si cela ne suffit pas, le chef de l'État peut faire une sortie médiatique pour ne pas faire une interview, mais juste parler à la population des paroles. Soit saluer la population, dire que non, salutations à la population congolaise, je suis tranquille, je suis calme, je suis bien portant, l'intervention s'est bien déroulée, ayez vos apaisements, et très bientôt, je vais regagner le pays, nous allons parler, nous allons nous entretenir. Point barre. Et cela nous suffit. Cela nous suffit. S'il y en a certaines choses, certaines révélations que le chef a à déballer, mais il doit prendre son temps. Il doit prendre d'abord son temps de se rétablir complètement. Après, il va descendre au pays. Après, il va parler. Il va faire des révélations comme il veut. Mais faire parler un homme, je ne sais pas, c'était par défi. Donc, ils vont là-bas en catastrophe pour dire que non, les gens ont beaucoup parlé. Les gens ont beaucoup spéculé autour de ta maladie. Donc, forcément, tu dois leur prouver. Tu dois leur prouver que tu es en vie. Mais ce n'est pas comme ça que le chef doit prouver. Vous induisez le chef en erreur. Là, maintenant, c'est à cause de vos questions. Vous posez les questions au chef et lui ne fait que répondre à vos questions. Et voilà maintenant comment est-ce que ça brûle partout. Voilà comment ça parle de gauche à droite. Ça parle de gauche à droite. Mais ce n'est pas le chef de l'État qui a remué cela. Ce sont vos questions. Il a répondu à vos questions. Et maintenant, ça crée un tollé. Ça parle de gauche à droite. Certaines personnes se moquent du chef de l'État. Mais c'est votre... Ça dit que c'est à cause de vous. C'est à cause de vous, M. Christian Lusakwedo. Ce n'est pas comme ça on fait le travail. Vous n'avez pas besoin de mettre ça dans votre palmarès, que je fus le premier, ou bien dans une question à culture générale, on va poser aux élèves, que qui est le premier journaliste à aller interviewer le président lorsqu'il fut relevé de sa maladie. Non, c'est Christian Lusakwedo. Après, ils vont cocher ça dans les items. Ce n'est pas ça. Ça ne se passe pas comme ça. Un homme, il est parti en catastrophe pour des interventions. Laissez le chef de l'État le temps de se reposer. Il a un porte-parole. Pourquoi le porte-parole n'a pas parlé à la place du président de la République? Pourquoi même les conseillers du chef n'ont pas intervenu? Pourquoi seulement le faire parler? Regardez même, les gens critiquaient même, comment dirais-je, la tenue du chef de l'État, comme quoi à l'intérieur, il avait, comment dirais-je, quelque chose qui, comme la bande qu'on roule le thorax avec. Quelque chose comme le sparadrap, on roule le thorax avec. C'est-à-dire, vous avez pris à la volée le chef de l'État. Et même quand tu lui parlais, les gens ont remarqué sur sa poitrine qu'il y avait quelque chose qui les traversait. Et les gens ont compris qu'il a subi une opération.
Il a subi l'opération du cœur. C'est à cause de vous. Tout le monde savait que le chef est malade, mais on n'a pas besoin de tous ces détails. Le chef est malade, ça s'est bien déroulé, il s'est relevé, il pouvait dire un mot à la population. Le temps pour lui de se remettre en forme. Il aura tout le temps de communiquer, il aura tout le temps de faire des interviews, il aura tout le temps de faire des révélations concernant la situation de la nation, de dire tout ce qu'il veut dire, tout ce qu'il veut parler. Mais regardez maintenant ce que vous avez créé, parce que vous vouliez, je ne sais pas moi, les renommer. C'est la gloire que vous cherchez. Vous travaillez en défi. Et vous voulez exciter le président, même sous les effets du traitement, de parler alors qu'il ne pouvait pas parler. Je n'ai jamais vu un chef de l'État, à peine qui vient de se relever du lit de l'hôpital et commencer à engager les interviews. Jamais du tout. Il a le temps de se reposer, il a des porte-paroles, il a des conseillers. Mais regardez un peu qu'est-ce qui se passe avec les journalistes congolais. Regardez un peu ce qui se passe avec les gens qui se disent professionnels. Et maintenant, lorsque le chef a répondu à vos questions, il a parlé. Et regardez maintenant ce que ça fait. Ça a suscité encore des problèmes de gauche à droite. Ça a foncé encore les conflits en République démocratique du Congo. À l'heure où nous parlons, il n'y a que des tensions. Alors que le Congo a besoin de se mettre ensemble. On ne peut pas parler des ennemis en face de nous et tout en étant divisé. Jamais un royaume divisé en lui-même ne peut en aucun cas subsister. Comment peut-on parler des ennemis qui agressent le Congo alors que nous, à l'intérieur, vous ne parlez pas le même langage. Vous êtes déjà divisés. Mais croyez-vous, un tel royaume, une telle nation peut aboutir à la victoire? Jamais. Jamais. Le Congo doit parler d'abord un seul langage avant d'aller à la victoire. Ça demande l'unité. La nation doit parler un seul langage. Vous ne pouvez pas faire face à l'ennemi. Alors qu'à l'interne, vous êtes divisés. En tout cas, n'espérez pas la victoire. Parce que les décidants, ou bien certaines personnes seront promptes à rejoindre l'ennemi. Parce que vous êtes divisés. Si ça ne marche pas, il va faire quoi? Le seul alternative, c'est rejoindre le camp de l'ennemi. Donc, un pays divisé à l'interne ne peut en aucun cas gagner une guerre. Ne peut en aucun cas. Comment est-ce que vous allez le faire? Comment? Parce que vous êtes divisé à l'intérieur. Donc ici, j'en appelle un peu à la conscience de l'homme politique congolais. D'épargner le Congo, d'aimer le Congo. Le pays va mal. Vous connaissez la situation que traverse la nation. Déjà, c'est un peuple qui n'a ni, comment dirais-je, qui n'a rien à mettre sous la dent. C'est un peuple qui vit par miracle au jour le jour. Mais par-dessus tout, vous voulez encore l'enfoncer. Non. Épargnez un peu ce peuple-là. Déjà, ils n'ont rien à manger ni à boire. Déjà, ils ne savent pas ce qui sera l'avenir de leurs enfants ou leur propre avenir. C'est incertain. Déjà, il y a ça. N'ajoutez pas d'autres. N'ajoutez pas d'autres. Épargnez les Congo. N'ajoutez pas d'autres. Déjà, c'est un peuple qui souffre. Déjà, c'est un peuple qui souffre. Déjà, c'est un peuple malade. Déjà, c'est un peuple hypnotisé. Déjà, c'est un peuple abandonné par lui-même. Déjà, c'est un peuple orphelin. N'ajoutez pas encore. Que voulez-vous encore ajouter? C'est déjà un peuple abandonné sur son propre sort. Un peuple orphelin. Un peuple qui ne sait pas où il va. Dont le destin est certain. Pour ne citer que cela. Pour ne citer que ça. Épargnez les Congo. J'en appelle à votre conscience. Que l'amour fasse un tour dans vos cœurs. Et pour finir cette vidéo,
Regardez un peu l'image de notre frère ici, qui habite la Belgique, et Big Zaga, et voilà, qui a un peu confondu les choses de la politique avec l'air trick des warriors et des, comment dirais-je, comment on appelle ça, les trucs des warriors et des Gaulois. Regardez un peu cette vidéo. Je crois que prochainement, nous allons encore revenir sur ça et en fait de prodiguer quelques conseils à ces messieurs. Regardez cela. Voilà. Donc, prochainement, nous allons venir, nous allons parler. Prodiguer un peu de conseils à notre bien-aimé. Parce qu'il semble qu'il a un peu confondu les terrains. Ah ouais. Très bien-aimé a confondu un peu son terrain. Peut-être il se disait, il est dans un terrain, je ne sais pas moi, de Wario ou de Gaulois. Mais prochainement, nous allons revenir sur toi. C'est pour t'aider. Hein? Et voilà. Ok. Bien-aimé, prochainement, nous allons venir vous révéler encore d'autres secrets, d'autres dangers qui guettent la RDC. Et sur ce, vous devriez faire très attention pendant tous ces temps. Il y a un plan machiavélique, il y a un plan qui s'est mis encore en place contre la RDC à un niveau zéro. Au jour le jour, nos ennemis sont en train de mettre en place des stratégies pour détruire la RDC. Je dis bien, pour détruire la RDC. Tu as besoin de prendre conscience. Parce que bientôt, nous allons faire du bruit. Bien aimé, bientôt, nous allons faire du bruit. Je dis bien bientôt, nous allons faire du bruit. Nous allons faire du bruit. Merci à tous les amis qui nous ont suivis. Abonnez-vous dans la mat officielle et à nous revoir prochainement au prochain numéro.